Salut à tout le monde les amis, vous êtes à nouveau avec le légionnaire dans la suite des vidéos dédiées à des stratégies maximum simplifiées, d'accord? Jusque-là nous avons vu le prix flop, comment on joue, comment c'est quoi le RFI, comment on tribet, comment on flat, comment on def le big blend. Et bien aujourd'hui, c'est la continuité de toutes ces séries-là. Ceux qui n'ont pas vu le précédent, le prix flop, je vous les invite à venir de les regarder. Et donc aujourd'hui, c'est le post-flop. Le post-flop, ça ne sera pas une stratégie, ça sera des stratégies dédiées à quelques-unes des différentes situations. Dans le tribet pot, quand on est en position, quand on est hors de position, et bien évidemment, ces stratégies-là, ça va s'impliquer, dans des différentes positions. Big blend, small blend, button et d'autres. Donc, avant de commencer des stratégies, je vais vous annoncer juste uniquement que ces stratégies-là, ils sont impliquées par de très gros calibres joueurs high stakes, middle stakes et de temps en temps, bien évidemment, ils sont impliqués aussi dans le micro-limite. Souvent le cas, le micro-limite, les joueurs le font parce qu'ils ont entendu quelque part que ça marche pas mal, mais ils utilisent une seule ou deux stratégies, pas tout le reste, qu'est-ce que ça sera dédié, qu'est-ce que vous allez voir ici. Avant cela, je lance un tout petit intro et ensuite, on va attaquer par les post-flop. Qu'est-ce que c'est les stratégies? Donc, qu'est-ce que c'est la stratégie simplifiée? À quoi ça rime? Tout le monde il parle, tout le monde il sait, ah, stratégie simplifiée, on fait comme ça, comme ci, comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, la stratégie simplifiée, c'est la diminution du choix des actions. On garde un seul choix d'action pour l'ensemble de notre range. Ok? En gros, qu'est-ce que c'est? Ben, un simple et unique exemple, je vous donne tout de suite principale stratégie que tout le monde l'emploie dans la plupart du cas. C'est tout simplement quand on est en position, on heads up pot, on est relanceur initial, on prend et on bet, on fait continuation bet, mise de continuation, dans troisième dépôt. Peu importe le board, peu importe le force de notre main, on prend et on mise un troisième dépôt. Ça, c'est l'exemple le plus utilisé dans toutes les situations. Vous allez voir chez les pros comme chez les médiocres. Ils misent continuation bet un troisième dépôt. Et ça marche. Donc, qu'est-ce que c'est justement? On diminue de notre solution, de notre seule action, on garde le seule action en main, de miser, peu importe le board, peu importe la force de la main, un troisième dépôt, ça veut dire, d'accord, un troisième dépôt, 33% de pot. Donc, c'est une seule action pour l'ensemble de notre range. Bien évidemment, cette une seule action, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle réduit la taille de l'arbre du jeu. Qu'est-ce qu'on attend par la réduction de la taille de l'arbre du jeu? Eh bien, tout simplement, si je mise à 100% de temps un troisième de pot, j'aurai plus des choses comme check behind, ça veut dire je check, au lieu de miser un demi-pot, je check. Il n'y aura plus de ces décisions-là. Est-ce que je check, est-ce que je check pas? Si je check, peut-être mon adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il va probe bet. D'accord? Il va probe bet. Comment je vais jouer le probe bet? Et tout ça, justement, ça devient compliqué. S'il check aussi, est-ce que je vais faire delay et bet? Delay et bet, ça veut dire le continuation bet de retard. Ça veut dire je retarde un tout petit peu, je fais continuation bet au turn. Mais tout ça, c'est déjà un arbre très développé. De une seule solution de miser un troisième dépôt, c'est devenu peut-être je check behind, peut-être j'aurai un probe bet et qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me comporter versus probe bet.
Peut-être je vais faire delay et bet. Vous voyez, déjà de 4 branches, ça est devenu, on a simplifié à une seule. Donc notre taille d'arbre, le nombre de décisions, on a réduit à une seule. Donc la taille du arbre du jeu, elle est réduite. Bien évidemment, comme je vous avais dit déjà avant le intro, que ces stratégies-là, ils sont employées par très haut calibre de joueurs. De temps en temps, bien évidemment, les très hauts calibres de joueurs, ils ne vont pas les employer à 100% du temps, mais en majorité du cas quand même, parce qu'ils sont mathématiquement rentables. Pour vous prouver qu'ils sont mathématiquement rentables, dans ce cours-là, je vais vous montrer des exemples, comment c'était traité, comment c'était arrivé à conclusion qu'ils sont gagnants mathématiquement. Et pour dire tout simplement que c'est gagnant mathématiquement, ben parce que justement, c'est pas pour rien que les pros les utilisent déjà. Rien que ça nous dit que peut-être c'est quelque chose de pas mal, quoi. Pour dire que dans la plupart du cas, tous ces stratégies que vous allez voir tout à l'heure, ils sont dérivés de la GTO. Comme vous savez déjà, qu'est-ce que c'est GTO? Vous savez, c'est Game Theory Optimal. Ça veut dire c'est le jeu parfait, optimal. On ne peut pas faire plus d'erreurs que dans le Game Theory Optimal. Peut-être c'est pas le plus gagnant, parce que exploitatif c'est le plus gagnant, mais en tout le cas, si vous allez jouer GTO, vous ne censez pas de faire des erreurs. C'est le Game Theory Optimal. Théoriquement, c'est optimal, quoi. Donc, pour dire, voilà, qu'est-ce que c'est stratégie simplifiée? Ben, c'est tout simplement stratégie maximum réduit et toujours mathématiquement gagnante. Comment ils sont gagnantes? On sait déjà, suite à toutes les calculations, on a vu que cette stratégie-là, la sortie du GTO, diminution des arbres du GTO, elle est minimum, elle perd vraiment très peu, minimum UV par rapport des stratégies de solver. Stratégie de solver GTO, il y aura plusieurs possibilités, il y aura plusieurs d'arbres, comme checker, comme faire delay et bet, comme miser différentes tailles de sizing, de petit, de très petit, de middle size, de peut-être 80% de pot, overpot, ok? Il y aura plein de différentes possibilités à lui faire. Et bien nous, justement, pour savoir dans quel pot on va miser 20% de pot, dans quel pot on va miser 35, 50% de pot, 60, 70% de pot, dans quel on va faire pot bet, dans quel on va faire overbet, ça devient grave compliqué, grave. Même super lourds joueurs, ils n'ont pas tous, c'est précisément dans quelle situation ils doivent miser quelle taille de pot pour que ça soit super GTO. Parce que pour arriver à ça, chaque décision, chaque board, une seule carte, elle peut changer la donne dans le GTO. Donc pour apprendre parfaitement le GTO, je ne sais pas combien d'années c'est d'études, c'est énormément d'études. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce GTO et on simplifie par une seule size. Et cette une seule size et une seule décision, par exemple, comme on a vu exemple tout à l'heure, en position raised first in, nous sommes en position, on mise un troisième de pot et on perd vraiment partie minimale de expected value. Ok? Par contre, on ne sait pas, et c'est pas possible de calculer combien on va être perdant quand si on joue dans une stratégie exploitative. Ça, combien on perd dans ces situations-là, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on sait tout simplement? Que peu importe, on va y devenir en long terme, en appliquant ces stratégies-là, les joueurs gagnants. Maintenant, certes, même si on applique à perfection ces stratégies-là, il y aura des situations là où on va être complètement à côté de la plaque. Il y aura des situations que même les règles vont dire, putain, il a très bien joué ce gars-là. Ok? Mais il y aura des situations
qu'on va être complètement côté le plaque. Mais en majorité du temps, ces stratégies-là, ils vont pas, en tout le cas, ils vont pas vous permettre de faire des grosses bêtises sur la table. Donc, comment ils étaient calculées ces stratégies-là? Et ces stratégies-là, si vous ne connaissez pas le GTO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on donne deux ranges, d'accord? On donne un range de défense Big Blind, par exemple, un range de boutons qui relance. Ces ranges-là, bien évidemment, on peut le modifier comme on veut. On peut définir notre range. On donne les différents tableaux, différents flops, et on lui dit, sorte-moi une stratégie la plus rentable. Et là, le GTO, il va nous sortir une stratégie rentable, un arbre prédéfini, dans lequel il va dire je telle manière ou telle manière. Ici, dans cette situation-là, joueur numéro 1, c'est un joueur qui défend le Big Blind. Lui, vu qu'il défend le Big Blind au prix-flop, il a deux solutions. Ou il mise, ou il check. Ça veut dire ou il fait donc bet, ou il check. Si je prends que l'adversaire il check, moi je le dis à GTO que nous avons une seule solution, c'est de miser 33% de pot, un tiers de pot, à 100% de temps. Et là, il va calculer la stratégie. Est-ce que ce move-là, stratégie à 100% de pot, il va être gagnant? Bien évidemment, quand je vais lui dire fais ça, il va me faire ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd. Pour cela, j'ai étudié trois cas. Premier cas, c'est quand nous avons complètement GTO. Nous avons possibilité check behind, nous avons possibilité de bet PT, bet middle pot, bet grand pot, bet over pot, quand on avait plusieurs situations, quand on est GTO. Deuxième solution qu'est-ce que je comparais, c'est quand nous avons deux solutions, check behind ou bet en troisième de pot. Et troisième situation, justement, je comparais quand nous sommes in position, nous bettons à 100% de time avec tout le range possible, qu'est-ce que nous avons, à 33% de pot. Et suite à toutes ces comparaisons-là, qu'est-ce que ça me donnait? Justement, voici les trois tableaux. Le premier tableau, la première partie de ces trois colonnes, ça nous représente quand nous sommes GTO et quand nous avons multiples sizing plus le check dans notre spectre du jeu, dans notre arbre du jeu. Deuxième trois colonnes qui sont là, ils nous montrent quand nous avons deux options. Un seul sizing, un troisième de pot et check behind. Et le troisième partie de colonne, troisième trois colonnes, c'est justement la comparaison sur tous ces 9 boards, que je compare, que nous avons une seule unique situation, c'est de bet à 33% de pot. Donc, voici les trois tableaux. Comme nous pouvons constater que j'ai multiples décisions à prendre. Équité de notre main, elle ne change pas, ou très peu, mais bon, réellement équité de notre main, elle ne change. Elle ne devrait pas changer parce qu'elle est toujours le même, mais voilà, ça change quand même un peu. Mais surtout, qu'est-ce que ça nous intéresse? C'est le expected value. Qu'est-ce que c'est expected value? Je expliquais pas mal dans mes streams, mais les gens ils me demandent toujours, mais qu'est-ce que c'est expected value? Donc, excuse-moi pour la stratégie simplifiée, je vais vous donner en comparaison qu'est-ce que c'est ce fameux expected value. Et pour le comparaître, je vais prendre la comparaison de la banque. Nous prenons la décision. Expected value, c'est la valeur de notre décision. Ça veut dire que quand je prends une décision bonne et positive en expected value, ça veut dire que c'est comme si je dépose l'argent à la banque pour gagner les intérêts. Si je perds cette main-là avec une prise de décision,
parce que j'ai eu un bad beat, parce que je partais all-in avec paire d'as pre-flop et quelqu'un qui collait avec paire de 5 mon all-in, c'est l'expected value positive. Maintenant, un 5 qui tombe sur le flop, c'est exactement la même chose. J'ai perdu cette main-là, je suis malheureux, je suis dégoûté, mais il faut prendre en considération que je posais l'argent à la banque avec les intérêts qui vont retourner par la suite quand je vais continuer à faire le même bon décision et je vais gagner ce pot-là. Maintenant, si je prends mauvaise décision, je colle par exemple dans la même situation avec cette paire de 5, ça va dire que je pris la mauvaise décision, eh bien, je gagnais ce coup-là. Mais c'est comme si j'avais pris à la banque un crédit avec les intérêts. Ça veut dire que cette fois-ci, je vais gagner, mais si je vais continuer ce coup-là, je vais payer beaucoup plus cher qu'est-ce que j'ai gagné là, maintenant et immédiatement. C'est tout simplement ça, expected value. Décision positive, c'est les intérêts par la suite. Décision négative, c'est le crédit avec les intérêts. Tout simplement. Eh bien, qu'est-ce que c'est expected value dans notre cas? Ben, regardez, le colonne avec JTO, plusieurs possibilités. Expected value sur différents boards. Il nous emporte par exemple sur As 7 2 Rainbow, ça veut dire dépareillé, tout le sec, sur le board sec. Le différent sizing, il nous emporte 3,55 big blind sur son expected value. Sur deuxième colonne, quand nous avons deux possibilités, ou miser en troisième dépôt ou checker, ça nous emporte 3,23 big blind sur 100. Et dans une seule situation unique, que je bête uniquement à 100% de temps, il m'emporte 3,10 big blind sur 100. Si je prends le board qu'ils ont draw-v comme valet 18 ou 10, 9, 5 avec flash draw, dans ces situations-là, multiple sizing, ça va m'emporter 3,22, 3,26 big blind sur 100. Avec le check et un seul sizing, 3,18, 3,20. Et uniquement un seul sizing, 3,8, 3,10 big blind sur 100. Si je compare, donc, si on comparait franchement avec un seul action à prendre en compte, c'est le 6 bet à 100% de temps de 33% de pot, on perd que dalle, minimum, comme nous avons vu tout à l'heure. On perd vraiment minimum. 3,10 en lieu de 3,55. Oui, on a perdu 0,40 de blend. 3,10 en lieu de 3,26. Oui, on a perdu 0,16 big blend. C'est que dalle. Comme je vous avais dit, par rapport au GTO, on perd vraiment minimum. Par rapport à stratégie exploitative, oui, ça sera plus gros. On gagne moins que exploitatif, certes. Mais pour les débutants qui cherchent à devenir joueurs gagnants et de ne plus perdre d'argent au poker, c'est une très 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 bonne base à appliquer mes stratégies qui vont y venir tout à l'heure. Très 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 bonne base. Et si vous allez appliquer ça, à long terme, vous allez voir comment votre chipiv sur son, il change. Et ça sera énorme. Je vous demande pas, moi-même je les applique très 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 souvent ces stratégies-là. De temps en temps je sors de ces stratégies-là. Mais à 80% de mon jeu, je les applique. À 80% de mon jeu. Donc, ceci, mathématique. Là, vous êtes des joueurs que vous connaissez, c'est que les stratégies maximales, elles ne tombent pas du ciel. Ces recherches, elles étaient effectuées par moi-même. Ces recherches, elles étaient effectuées et analysées par des super top règles. Ces recherches, elles étaient effectuées par plusieurs bons joueurs. Ils ne tombent pas du ciel. Ce n'est pas du pipeau. C'est quelque chose qui est mathématiquement rentable. Ce scénario-là que je vous présente, c'est un seul scénario sur tous les scénarios que je vais vous présenter qui étaient analysés. C'est juste un exemple comment c'était fait
pour y arriver dans la conclusion que c'est gagnant mathématiquement. Et déjà, rien que bien évidemment, si le top reg utilise cette stratégie, c'est pas du pipeau. Donc, nous y sommes. Qu'est-ce que c'est et comment on implique ces stratégies? La première stratégie, c'est justement, on mise avec toute notre range un troisième dépôt, dans lequel on en discutait déjà, dans le heads up pot, quand nous sommes en position. On peut la railler la première. On a compris. On a vu qu'elle est gagnante mathématiquement. On sait que beaucoup qui utilisent, la plupart des joueurs l'utilisent, ils ne savent même pas pourquoi le faire parce qu'ils ont entendu quelque part, ah, ça fonctionne, ça marche bien, et voilà. Maintenant, vous, mes spectateurs, mes chers spectateurs, vous regardez, et quand vous allez faire ce move-là, vous savez que mathématiquement, versus JTO, il n'a pas beaucoup perdante, versus exploitative, un tout petit peu plus, mais que c'est mathématiquement prouvé que faire ça, c'est gagnant. Deuxième stratégie à venir, c'est quand nous avons misé, on est race first in. Qu'est-ce que vous avez vu? Ceux qui ont vu mes vidéos précédentes sur la stratégie simplifiée gagnante, super. Ceux qui n'ont pas vu jusqu'à-là comment je pre-flop, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, race first in, flat call, 3-bet, défense big blind. Je vous invite à regarder ces vidéos-là pour y arriver comment je le post-flop. Donc, vu qu'on est raised first in, le big blind, le dealer ou le cutoff il call derrière nous, il fait cold call ou flat call comme on appelle comme on veut, ils ont collé, on s'est retrouvé hors de position. On est toujours en heads up, ça veut dire tête à tête, on n'est que deux dans le pot, mais nous sommes hors de position cette fois-ci. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va checker avec toute notre range. Avec du très très fort, comme avec très très faible. On va checker avec toute notre range. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite si l'adversaire le mise? Eh bien, avec très très fort, on va le check raiser. Avec moyenne du jeu, on va le check coller. Et avec un jeu médiocre, faible ou rien du tout, on va le folder. Tout simplement. Check raise, check call ou check fold. Ouais, super egg, ils vont sortir dans les critiques, dans des commentaires, mais on va te exploiter à mort parce que je sais si tu check call t'as middle, si tu check raise t'as le très fort. Que de blabla. Personne qui va vous exploiter, les gars. Déjà, pour que vous exploite l'adversaire derrière vous, il doit être quelqu'un qui observe super bien qu'est-ce que vous faites. Il doit avoir une base de données contre vous, comment vous avez joué dans telle ou telle situation énorme. Eh bien, c'est que de super règles qui vont vous exploiter. Mais dans le micro-limite ou middle limite, combien il y a de super règles qui vont vous exploiter? Il n'y en a pas. Ou très peu. D'accord? Il y a très peu. Il y en a, oui, il y en a de règles de micro-limites. Certes. Peut-être ils vont vous exploiter. Mais ça sera minimum de joueurs qui vont vous exploiter. Je vous jure. Je suis honnête avec vous. Parce que tout le monde veut vendre, que tout le monde joue super bien, que tous les joueurs savent qu'est-ce qu'ils vous faites. Mais dans la majorité du field, middle, micro-limite, personne qui va vous exploiter. Vous faites ça et vous allez être gagnant. Ok? Troisième stratégie, c'est le 3-bet pot. Quelqu'un qui raise first in, vous le 3-bettez en position ou hors de position, en small blind par exemple. Vous le 3-bettez, eh bien, vous êtes 3-better, flop il arrive, et peu importe dans quelle position vous êtes, vous faites un troisième de pot continuation bet à 100% de time. Peu importe le board, peu importe la force de votre main, vous faites un troisième de pot continuation bet. Quatrième stratégie, c'est quand nous sommes 4-bet pot. Vous êtes en big blind par exemple, big blind. Vous êtes en dealer par exemple, vous bettez, small blind, vous 3-bet,
Vous le formattez, small blend call, et qu'est-ce qu'on fait au post-flop? Ben, comme le bong déjà, comme le pot, il est énorme, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va tout simplement on va miser un quatrième de pot, plus petit sizing, parce que le pot déjà il est très très gros. 4 bêtes, le pot est très gros, on n'a plus besoin de miser même un troisième, un quatrième ça devient beaucoup déjà. C'est pourquoi on mise un quatrième au lieu d'un troisième. 4 bêtes égale à un 4. Donc, si vous allez vous rappeler, 3 bêtes c'est un troisième, single pot raise, un troisième, 4 bêtes égale un quatrième. Facile. Et le cinquième stratégie, qu'elle on va jouer, donc c'est quand nous sommes cold call, vous avez vu toutes les positions, toutes les probabilités. On a single raise et on est en position parce que le blend il défend. On a 3 bet. On est en position, on sait quoi faire. On est 4 bet, on sait quoi faire. Et maintenant, quand on est cold call en dealer ou en cut-off ou je ne sais pas d'où, on est cold call, mais on est en position cette fois-ci, on est en position, tout le monde les a foldé après nous, et le raiser initial, raised first in, il check. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Avec 100% de range, avec toute notre range, avec peu importe qu'est-ce que nous avons, on va miser demi-pot. Tout simplement. Bet demi-pot. Maintenant, il va vous manquer un tout petit peu de stratégie et si l'adversaire il bête comme un jeu. Il n'y en a pas de simplifié à ce moment-là. Mais le JTO, qu'est-ce qu'il va vous demander? Il va demander avec middle et bon et très bon et avec toutes les cartes meilleures que le nôtre en position collée. On colle et on joue le turn. On raise pratiquement jamais par rapport au JTO. Certes, il y en a quelques moments qu'on veut raiser en position, mais c'est minima de cas. Plupart du cas, en position, avec tout le jeu, pas tout, avec l'air, on va folder, avec middle et bon, on va coller, et c'est tout. Maintenant, toute cette stratégie, on peut employer dans différentes situations et dans différentes positions. Small blend versus big blend, c'est pareil. Check avec tout le range heads up pot quand on est def en big blend. On def big blend et on check avec tout, peu importe qu'est-ce qu'on a. Et ensuite on emploie exactement la même stratégie. Super bon, on check raise, middle on call et très faible ou rien de tout, on fold tout simplement. Par exemple. Donc, ces stratégies-là, ces stratégies simplifiées, ils conviennent dans toutes les positions, dans tout le cas. Juste comme je vous avais dit, j'ai oublié de le mettre dans ce diapo, que quand nous sommes cold caller comme en jeu, si l'adversaire en flop, il mise. Ben, tout simplement, avec très bon et bon, on colle, avec middle, on colle, et tout ce qui est pas bon, on le fold tout simplement. On ne raise pas, on colle. Ensuite, on va jouer le turn. Le turn, bien évidemment, il va y venir dans le prochain cas. Le turn, on va parler toujours quand nous sommes en continuation bet, on a fait continuation bet, pas quand on est cold caller, pas quand on est défend big blind, mais quand on va parler uniquement, c'est quand est-ce qu'on fait second barrel, principalement les situations à employer pour le second barrel et à quel moment on check. On va prendre cette situation-là, le premier cas, on est 6 bet, on est heads up pot, on a 6 bet en troisième de pot, et ensuite, tourner le big blind call, et qu'est-ce qu'on fait par la suite au turn. Le turn, ça sera uniquement dédié à ça, parce qu'il n'y a que ici qu'on peut réellement simplifier. Tout le reste, je vais vous inviter à prendre cours groupés, qu'est-ce que je vais annoncer bientôt pour des cours groupés. Donc, voici les stratégies. Je vous demande bien évidemment de ne pas oublier s'abonner dans ma chaîne, commenter et liker. Pourquoi? Ben, tout simplement, ça va me permettre de développer cette chaîne-là. Il y aura un maximum de spectateurs. Parce que tant que j'ai pas beaucoup de spectateurs, tant que j'ai pas beaucoup d'abonnés, vous savez, les vidéos, ça prend du temps. Et bien évidemment, on a envie de
avoir un bon retour et aider aux gens. Donc, likez s'il vous plaît, partagez ma vidéo, abonnez-vous, commentez. Pour finir, un petit positif et négatif de cette stratégie-là. Donc, avantage, le premier avantage sera la stratégie plus facile à mettre en pratique. Il n'y a rien d'innovant. Jeu open, big blind def, je suis en position, un troisième dépôt automatique. Il n'y a rien de magie. Très facile à mettre en pratique. Très facile à mettre en œuvre. Je colle derrière, raiser initial check, je bête demi-pot. Tri-bet pot, peu importe où je suis, je bête un troisième de pot. Je raise, quelqu'un re-raise, je re-raise, il colle, je bête un quatrième de pot. Pas de magie. Très facile. Je raise, quelqu'un qui colle, je suis out of position, je check behind et je joue ou check raise, ou check call, ou check fold. Il n'y a pas de magie. Très simple. Et tout est prouvé mathématiquement. Tout est gagnant. Les top règles, ils emploient ces stratégies-là. Donc, il n'y a pas plus simple que ça pour battre les micro-limites. Deuxième avantage, c'est l'adversaire est entraîné dans notre scénario que nous sommes familiers. Ça veut dire que maintenant, nous connaissons que c'est gagnant et on sait qu'est-ce qu'on fait. Vous allez voir dans le second vidéo comment on continue, par exemple, après le continuation bet. Et là, vous l'entraînez, vous êtes favori parce que vous l'entraînez dans votre jeu. Troisième avantage, c'est tout simplement arbre simplifié au maximum parce qu'on a une seule solution à faire. On n'a pas besoin de réfléchir millions de choix et comment on va faire par la suite. Parce que pour apprendre quelqu'un comment il faut jouer versus probe bet après notre check back, c'est encore de réflexion à prendre, différentes situations, différents boards. C'est beaucoup de décisions. Longtemps à apprendre à maîtriser toutes les boards post-flop. Donc, si vous allez simplifier au maximum, vous allez voir que ça vous facilite la vie. Maintenant, bien évidemment, il y en a des inconvénients. Oui, c'est une stratégie gagnante. Oui, c'est une stratégie simplifiée. Mais dans certains cas, vous allez être complètement encore à côté du plaque. Vous allez être quand même à côté du plaque. Mais, en majorité du temps, vous n'allez pas faire beaucoup de bêtises sur la table. Et vous allez employer un jeu correct. Bien évidemment, c'est gagnant, mais ce n'est pas maximum gagnant. Car exploitation d'un joueur, elle peut nous emporter double, triple. Ça, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il va nous emporter en utilisant ces stratégies-là. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas encore de solide base pour les joueurs de poker, ça sera une base très 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 solide pour continuer à se développer dans ce jeu-là. Deuxième inconvénient, quand on va employer cette stratégie-là, bien évidemment, on va manquer d'expérience dans certains scénarios parce qu'on aura l'automatisme de faire ça ou ça ou ça. Donc, bien évidemment, on va manquer d'expérience. Mais moi, je pense que le joueur qui cherche à améliorer leur jeu, il va continuer à chercher à améliorer le jeu. Il va poster dans ma chaîne Discord que je vais mettre dans le lien en bas les mains qu'il n'est pas sûr est-ce qu'il devrait continuer chez bet ou pas. Et on va étudier ce cas-là précis et on va dire, oh mon gars, tu devrais peut-être plutôt aussi checker que miser en troisième. Ou peut-être c'était mieux de bet gros. Mais, donc cette expérience, il va y viendra avec le temps. Et dernier inconvénient, c'est certainement dans les lignes simplifiées, se joue mal. Comme je vous avais dit, vous allez être, dans certains cas, complètement à côté de la plaque. Complètement, vous allez faire une très grosse erreur. Mais dans la plupart des cas, ça sera bien joué. Donc voici notre vidéo sur le post-flop. Je vous remercie que vous me suivez. Je vous remercie que vous likez mes vidéos. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui ne sont pas vus le vidéo précédent, je vous demande d'aller le regarder, savoir de quoi on parle, comment on joue pre-flop, comment on joue post-flop. Vous le voyez maintenant. Merci encore avec vous. Toujours le légionnaire.
Good luck sur le table de poker et à bientôt.